Voilà, donc j'ai le grand honneur de vous présenter une autre facette de l'histoire du Languedoc et de Montpellier, qui est celle de l'histoire des représentations et qui est celle de l'histoire de la mémoire. L'an dernier, grâce à M. Gudin Vallerin, qui dirige donc la médiathèque Zola, vous avez eu des conférences sur l'histoire de Montpellier à partir de l'ouvrage que j'ai eu l'honneur de diriger, de co-diriger avec mon ami Rémi Pêche, l'ancien directeur de l'université Jean Jaurès à Toulouse. Et donc, vous avez eu des conférences sur Montpellier. On en a repris certaines cet automne. Mais nous avons voulu élargir un peu le débat et passer de l'histoire à la mémoire. C'est-à-dire que nous allons voir l'histoire de Montpellier et du Languedoc sous un autre aspect, une histoire au second degré, pour parler comme Pierre Nora. Alors, puisque nous parlons des représentations, je voudrais rappeler que c'est tous les stéréotypes, au début de cette conférence, les stéréotypes malveillants sur les gens du Midi. Et non seulement les Languedociens, mais les gens du Midi, depuis l'Aquitaine jusqu'à la Provence. Vous savez qu'en 1872, donc Tartarin de Tarascon, d'Alphonse Daudet, qui était lui-même méridional, puisqu'il était né à Nîmes, a concentré en quelque sorte tous ces stéréotypes, ces clichés malveillants. Les méridionaux seraient des paresseux, seraient des vantards, seraient des lâches, des pleutres. Bon. Et le problème, c'est que ce n'est pas resté dans les livres, ce n'est pas resté dans les mentalités, ce n'est pas resté du domaine de la rumeur. C'est devenu une arme de destruction massive et de calomnie. En 1914, lors des défaites de la Lorraine, lors des défaites à l'Est, dès le début de la guerre, pendant l'été 1914, au mois d'août 1914, eh bien, on a accusé les régiments de Provence et les régiments du Languedoc d'avoir déserté, d'avoir lâché pied face à l'Allemagne, ce qui était totalement faux. Ils ont lâché pied parce qu'ils étaient écrasés par une artillerie lourde que l'armée française ne possédait pas. Je vous rappelle qu'ils étaient habillés d'un pantalon Garance et d'une capote bleue de mer, c'est-à-dire qu'ils étaient repérables à des lieux à la ronde. Bon. Et que l'état-major n'avait rien prévu pour les défendre. Donc cette calomnie a été reprise par toute la presse parisienne et par Joffre lui-même. Joffre, qui était lui-même un Languedocien, né à Rivesaltes, eh bien, lui-même a dit que la défaite de Lorraine, c'était la faute aux soldats méridionaux. Et ils ont traîné cette calomnie. Le 15e corps, notamment, composé de régiments du Midi, a traîné cette réputation malveillante. Donc je voudrais le rappeler au début, puisque nous parlerons ce soir de représentation. Deuxième malentendu entre les gens du Nord et les gens du Midi, c'est souvent, et c'est Max Rouquette, le grand poète montpelliérain, que vous connaissez bien, qui a eu le droit à une exposition il y a quelques années ici même, dans cette salle, Max Rouquette remarquait que les cartes d'état-major étaient un excellent endroit pour repérer les toponymes occitans et provençaux. Mais il faisait remarquer avec malice que parfois les responsables d'état-major, de ces cartes d'état-major, s'étaient trompés, avaient mal retranscrit les toponymes occitans. Et ça donnait des choses quand même assez curieuses. Par exemple, quand vous partez de Marseille vers Montpellier, en rentrant par le train, vous avez une gare de banlieue à Marseille qui s'appelle le Pas des Lanciers. Bon. Alors, je me suis dit longtemps que le Pas des Lanciers, c'était sans doute un quartier d'état-major, un lieu où avait résidé l'armée de Napoléon III en partance vers l'Italie pour Solferino, ou bien encore en partance vers la Crimée lors de la guerre de Crimée. En fait, ça n'a rien à voir. Le Pas des Lanciers, c'est une transcription maladroite d'un mot occitan, d'un mot provençal qui veut dire le Pas des Lanciers, et le A se prononce E, c'est-à-dire le port de l'angoisse, l'endroit de l'effroi. C'est un endroit où les voyageurs étaient dépouillés, ceux qui arrivaient à Marseille étaient dépouillés par des bandits de grand chemin. D'où le terme de lieu, le Pas de Lancier, le Pas de l'effroi. Et alors, les ingénieurs du PLM qui avaient sans doute mal compris ou mal retranscrit ont essayé de le mettre en français et ça donnait le Pas des Lanciers, alors qu'il n'y a pas eu de lancier du tout, vous en doutez. Ou encore, on trouve aussi le Pas de l'homme mort. En fait, ce n'est pas le Pas de l'homme mort, c'est le Pas de l'orme, l'arbre mort ou de l'ormeau mort. Vous voyez comment on peut passer comme ça de l'un à l'autre avec sans problème. Alors, ce que je voudrais présenter maintenant, c'est je ne vais pas m'en tenir à ces stéréotypes, je vais passer à quelque chose de positif. Et ce que je voudrais faire, c'est rappeler les lieux de mémoire, qu'est-ce que c'est par rapport à l'histoire. Vous avez donc l'histoire de Montpellier parue chez Privat l'an dernier, que Rémi Pêche et moi nous avons dirigé avec une équipe de Montpelliérains. C'est une histoire qui s'efforce d'avoir un regard critique sur le passé. Je prends un exemple. Tout le monde répète que Saint-Roch est le grand saint montpelliérain et qu'il aurait vécu à Montpellier, serait parti en Italie, serait venu mourir à Montpellier. Aujourd'hui, les spécialistes vous diront que Saint-Roch, on n'est même pas sûr qu'il ait existé, que c'est peut-être une belle légende et qu'il a sans doute plus à voir avec l'histoire de l'Italie qu'avec celle de Montpellier. Mais il n'empêche que la mémoire de Montpellier l'intègre, alors que l'histoire est plutôt critique, prend des distances. La mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est un lien affectif et subjectif avec le passé. Et c'est là qu'on voit la différence entre l'histoire, qui est en quelque sorte très critique,
qui s'efforce justement de tordre le cou aux stéréotypes, aux lieux de mémoire apportés par la subjectivité des collectivités. Et la mémoire, elle abonde dans le sens de la collectivité et dans le sens plutôt affectif. Donc aujourd'hui, je veux insister sur ces aspects mémoriels plus que sur les aspects historiques, en essayant aussi, bien sûr, de prendre un point de vue critique, ça va de soi. Alors, pour Pierre Nora, pour qu'il y ait lieu de mémoire, il faut qu'il y ait deux éléments. Il faut d'abord qu'il y ait un élément concret, un élément palpable dans l'espace et dans le temps. Ça peut être une stèle sur un champ de bataille, par exemple à Muret. Muret, c'est une plaine à côté de Toulouse, il n'y a pas grand-chose, il y a juste une stèle qui rappelle, mais ça suffit pour qu'il y ait un lieu de mémoire. Rappelez que l'indépendance occitane s'est terminée là, en 1213, par la défaite des troupes du comte de Toulouse face à Simon de Montfort. Bon. Donc c'est un lieu concret, un espace concret. Mais pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait une mémoire active, il faut qu'il y ait aussi une dimension que Nora appelle idéale, c'est-à-dire symbolique. Et cette dimension idéale, c'est le lien social qui s'instaure entre une collectivité et un lieu historique particulier. Alors ce lien, c'est évidemment très large. Ça serait le plus souvent une commémoration. L'anniversaire de la bataille de Muret, ça a été en 1213, le 7e centenaire, par exemple. Ça a été en 1970, l'anniversaire, le 7e centenaire de la mort de Saint-Louis. Et vous savez qu'à l'occasion, justement, cette mémoire de Saint-Louis a provoqué quelques tensions dans le Midi. Par exemple, la statue de Saint-Louis, que nous verrons tout à l'heure, avait été barbouillée de rouge pour rappeler les méfaits de l'Inquisition contre les cathares et contre ceux qui contestaient l'adhésion du Languedoc au royaume de Saint-Louis. Donc ça peut être une statue, ça peut être une plaque, ça peut être des noms de rues, ça peut être aussi des colloques, des commémorations, des expositions en rapport avec une mémoire, avec une histoire. En 2014, Aigues-Mortes a célébré la mémoire de Saint-Louis par une exposition dans les remparts d'Aigues-Mortes. Voilà ce qu'est la différence entre l'histoire et la mémoire et ce que sont, pour Pierre Nora, les lieux de mémoire. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord, dans un premier temps, avant de passer au contenu, c'est vous rappeler quand même les problèmes que ça pose. Si on veut travailler sur les lieux de mémoire du Midi, en général, et du Languedoc en particulier, il suffit de prendre les régions du Sud, de les agglomérer en quelque sorte, et de faire l'inventaire de ces lieux de mémoire. Sur le papier, dit comme ça, c'est simple. Quand on passe à l'expérience concrète, ça pose des tas de problèmes. J'étais parti dans l'idée donc de prendre les 4 régions, je parle avant la fusion de Languedoc-Roussillon et du Sud-Ouest, pour parler de Midi-Pyrénées, je parle des 4 régions qui existaient avant, c'est-à-dire l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur, si mal défini. Et j'ai pensé que ça suffisait à déterminer la topographie de la mémoire du Midi. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Lorsqu'à Bordeaux, l'an dernier, j'ai présenté ces lieux de mémoire, des gens se sont levés après la discussion, ils m'ont dit « Mais monsieur, vous mettez l'Aquitaine avec le Midi, mais nous ne sommes pas des méridionaux. » Alors j'ai ouvert de grands yeux en disant « Mais Bordeaux, l'Aquitaine, c'est pas le Midi. Alors, où êtes-vous » Alors ils m'ont répondu « Mais nous sommes un ensemble aquitain, nous faisons partie d'un espace atlantique qui va en quelque sorte depuis les Charentes, depuis le sud de la Loire, jusqu'à la frontière espagnole, intégrant donc les Charentes, l'Aquitaine, une grande Aquitaine, comme vous le savez, le Pays Basque, et nous ne sommes pas des méridionaux. À Bordeaux, nous avons quand même le sens, n'oublions pas que nous avons été rattachés à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre, jusqu'au XVe siècle, et donc nous ne nous considérons pas comme associés aux méridionaux, à Toulouse, à Aix, à Marseille, à Nice, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas évident. Bon, donc cette topographie ne fonctionne pas. Ensuite, un de mes amis, un de mes collègues de l'université, un brillant historien, Jean-François Murassiol, qui est d'origine corse, qui a lui-même participé au lieu de mémoire et dont vous trouverez sa contribution sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est excellente, m'a dit « Mais tu devrais intégrer la Corse ». Et il m'a rappelé que jusqu'en 1972, la Corse faisait partie de la région PACA. Alors j'ai répondu, Jean-François, écoute, il y a déjà 2 volumes sur le Midi. Si j'en fais un 3e pour la Corse, je crois que mon éditeur va me flanquer par la porte. Il va me flanquer à la porte, il ne voudra plus entendre parler de ce livre. Bon. Et ensuite, pour la Corse, il me semble que les Corses revendiquent de pouvoir faire leur histoire et leur mémoire eux-mêmes. Alors tu commences, je te donnerai un coup de main si tu veux, mais tu le fais toi-même. Bon. Donc vous voyez, là aussi, est-ce que la Corse en fait partie ou pas? On peut en discuter pendant de longs moments sans trouver d'accord. 3e élément qui s'est révélé aussi très compliqué, et un de mes collègues d'ailleurs de Provence qui voulait se lancer dans l'aventure avait renoncé à cause de cela, c'est qu'est-ce que l'on fait de toutes les villes et de tous les villages? Si je commence à faire la mémoire de toutes les villes du Midi,
et que je veuille les faire apparaître, c'est une encyclopédie alphabétique que je vais faire. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus d'esprit, il n'y aura plus de lien. On va partir de A, comme la lettre de Agde, jusqu'à la lettre Z. Je ne sais pas trop quel lieu pourrait convenir d'ailleurs, mais on n'en sortira pas. Et je me suis rendu compte très vite qu'il fallait prendre un choix, il fallait faire un choix, on ne pouvait pas. Rien que si vous prenez le département de l'Hérault, pensez qu'il y a eu 5 évêchés. Il y a eu Agde, il y a eu Montpellier, enfin Maguelone-Montpellier, il y a eu Béziers, il y a eu Lodève et Saint-Pons-de-Thomières. Bon, sans compter que Sète, qui est un port, est une ville importante. Bon, si j'en mets déjà 5 noms de villes pour l'Hérault, il faut que j'en mette aussi autant pour le Tarn. 3 évêchés dans le Tarn, Albi, Castres et Lavore, sans compter d'autres villes. Mazamet, qui a été une ville très riche. Bon, et Carmaux, qui a été le lieu d'élection de Jean Jaurès. Bon, et si vous multipliez ça par 30 départements, vous arrivez à une abondance, et encore, vous ne citez que les villes. Je ne parle pas des villages. Donc, j'ai pris le parti de ne valoriser que 5 métropoles, les 5 grandes métropoles de ces régions, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Et pour les autres, eh bien, vous les retrouverez facilement par l'index. L'index vous permettra de les retrouver. C'était une façon de s'en sortir. Alors, qu'est-ce que vous trouverez dans ce livre? Ce n'est pas une présentation chronologique, c'est 4 chapitres, c'est 4 thématiques qui sont traitées, 2 par volume, puisqu'il y a 2 volumes. C'est 4 thématiques qui sont étudiées selon 2 axes. Le premier, c'est qu'est-ce qui est caractéristique, qu'est-ce qui est le propre du Midi. 2 exemples, le catharisme, c'est quand même dans le Midi qu'on le trouve principalement, même s'il y a eu des cathars aussi en Italie, etc., mais c'est quand même le catharisme, un phénomène propre au Midi, et c'est bien sûr le félibrige. Donc voilà 2 aspects qui sont propres au Midi. Deuxième axe qui permet de traiter ce problème, l'axe comment rencontre-t-on, que trouve-t-on dans le Midi comme écho des grands drames, des grandes crises, des grandes tragédies nationales, voire internationales. Les guerres de religion, elles ont déchiré bien sûr le Midi, mais la Saint-Barthélemy se passe à Paris. La Rochelle, qui n'est pas dans le Midi, a été une des places fortes de la Réforme, etc. Donc j'ai voulu qu'on voit dans le Midi, comment dans le Midi, il y a eu un écho mémoriel de ce qui s'est passé dans la France. La Révolution française, qui a déchiré entre fédéralistes et jacobins. La Provence est fédéraliste, Toulouse est jacobine. Bon, avec les conséquences que vous imaginez. Donc, la Révolution française, la Première Guerre mondiale. Et je vous renvoie au livre des Secondies, qui est si brillant, sur comment les Montpelliérains ont vécu, à la fois au front, les soldats au front, et aussi à l'arrière, comment ils ont vécu la Grande Guerre. La Seconde Guerre mondiale, bien entendu. On l'a vécu à partir notamment des 39, déjà même avant avec la retirada, et aussi ensuite à partir de novembre 42 avec l'occupation du Midi. Donc tout cela, bien sûr, comment le Midi a-t-il réagi à ces crises qui le dépassent, qui ne le concernent pas directement. Voilà les 2 axes que j'ai voulu, sur lesquels j'ai insisté. Quant au support, on va les voir dans un instant par des images, par des photos. Eh bien, j'ai étudié les supports majeurs, c'est-à-dire les statues, les plaques qui renvoient à des événements importants, les maisons d'artistes, les maisons d'écrivains. Alors, quels sont les 4 thèmes? Les 4 thèmes, c'est d'abord, dans le premier volume, la construction d'une mémoire historique. Depuis l'époque moderne, l'histoire de Languedoc de Don de Vic et Don Vesset, qui reste encore aujourd'hui un monument essentiel pour l'historiographie du Midi, et également les regards croisés sur le Midi. Comment les voyageurs qui visitent le Midi nous regardent, nous jugent, et reprennent à leur compte des stéréotypes malveillants. C'est souvent là qu'on retrouve cette idée de gens paresseux, de gens vantards et de lâcheté. Bon. Deuxième thème, la mémoire politique et militaire. Vous savez que dans le Midi, ces fameux méridionaux si lâches ont quand même donné quantité de généraux à la Révolution et à l'Empire. Bon, Bernadotte était du Midi, était de Pau. Murat était du Lot, etc. On pourra multiplier. Soult était de Saint-Amand-Soult, pas très loin d'ici, dans les hauts cantons du Tarn, pas très loin de Saint-Pons-de-Thomières. La Grande Guerre a donné quantité de maréchaux et de généraux, Foch et Joffre. Joffre qui accusait ses soldats de lâcheté, bon, etc. Donc mémoire politique, mémoire militaire. Mémoire politique, mon ami Rémi Pêche viendra vous parler des leaders socialistes, Jean Jaurès bien entendu, mais aussi Gambetta de Cahors et bien sûr Georges Frêche qui est cité dans le livre bien sûr, puisqu'il a lui-même une mémoire, ne serait-ce que les statues que vous avez ici à Montpellier. Deuxième volume, vous avez la mémoire sociale, économique, religieuse du Midi. Et quand on parle de mémoire économique, j'ai voulu insister parce que quand on parle du Midi, on parle souvent d'une région essentiellement agricole, en oubliant que les Cévennes recèlent encore aujourd'hui quantité de manufactures, de ruines de manufactures qui rappellent que les Cévennes ont été, pour la soie, pour la fabrique de la soie, un très grand lieu
de création économique. Le Tarn a été partagé entre l'agriculture et aussi l'industrie. Carmaux, le lieu où était élu Jean Jaurès, était un endroit industriel. Mazamet également. Même si aujourd'hui, bien sûr, il ne reste plus grand-chose de cela. Enfin, dernière partie, peut-être la plus intéressante et la plus féconde, la mémoire artistique et culturelle. Les maisons d'artistes, les maisons d'écrivains sont nombreuses dans le Midi et sont évoquées comme telles. Voilà donc ce que vous avez ici. Et sans plus tarder, je vais directement vous montrer des photos à travers les supports que sont les statues. Alors, je vous ai parlé du Languedoc, j'ai privilégié le Languedoc, mais je commence quand même, exception qui confirme la règle, par cette vue de la place Gambetta à Bordeaux, parce qu'elle résume toutes les mémoires, comment les noms de rues, les noms de places peuvent résumer l'évolution de la mémoire dans la longue durée. La place Gambetta est une place du XVIIIe siècle, elle s'est appelée la place Dauphine, vous l'avez en haut. Ensuite, sous la Révolution, sans gommer la Dauphine, on a mis la place nationale. Elle est redevenue la place Dauphine sous la Restauration. Et avec la Troisième République, à la mort de Gambetta, c'était je crois en 1882, eh bien, on a donné la place Gambetta car il était venu stimuler la résistance aux Prussiens depuis Bordeaux. Alors ici, vous reconnaissez la place Pétrarque et vous remarquez donc l'ancienne rue, la dénomination de l'Ancien Régime, île Petite Loge, donc c'est à la fin de l'Ancien Régime, on a gardé là aussi. Et ensuite, place Pétrarque, c'est évidemment une connotation plus récente. Alors, je vous ai parlé donc de la mémoire de Saint-Louis. Donc, les images que je vais vous présenter ne sont pas toutes uniquement dans l'ordre chronologique. J'ai voulu respecter la thématique du livre. Et donc, vous allez avoir 4 séries. Une première série qui évoque la mémoire politique et militaire du Languedoc et de Montpellier. Une deuxième série qui va évoquer la mémoire religieuse, la mémoire juive, la mémoire protestante, la mémoire catholique du Languedoc et de Montpellier. Une troisième thématique, une troisième série abordera la mémoire intellectuelle et culturelle, c'est-à-dire les grands savants, les ingénieurs ou les navigateurs, ainsi que les écrivains et les artistes. Et enfin, je réserverai une 4e série à Montpellier. J'en parlerai un peu plus longuement un peu plus tard. Voilà donc une statue que vous connaissez bien, c'est celle de Dardet qui se trouve donc sur le boulevard Blanqui, donc pas très loin d'ici. Et sur ce boulevard, je rappelle en 2 mots que cette statue a été prévue avant la Grande Guerre. On avait demandé à Paul Dardet, donc, qui est un grand sculpteur, élève de Rodin, de réaliser une statue. Ce sont les catholiques qui l'ont demandé. Dardet n'était pas très catholique, était plutôt libre-penseur, mais il faut bien vivre. Et la statue qui était prévue avant la Grande Guerre était une statue équestre de la Pucelle. Bien entendu, Jeanne d'Arc n'est jamais venue à Montpellier, mais il s'agissait de rendre hommage à celle qui incarnait la patrie, le désir de revanche et de nationalisme pour les catholiques. Mais après la guerre, la statue a été inaugurée, je crois, en décembre 1918, donc à la fin de la guerre. Eh bien, la monnaie était dépréciée, et donc les catholiques n'avaient plus les moyens d'élever la statue équestre dont ils rêvaient, et donc ils ont demandé à Dardet de réaliser une statue un peu plus limitée, et il a imaginé donc Jeanne d'Arc en bergère, on voit ses moutons à ses pieds, et écoutant les voix du ciel qui lui disent d'aller délivrer Orléans et le roi, et d'aller sacrer le roi à Reims. D'ailleurs, Jeanne d'Arc la statue de Dardet n'est pas la seule statue de Jeanne d'Arc du Midi. Vous trouvez aussi des statues de Jeanne d'Arc à Bordeaux, ancien fief anglais, et aussi à Toulouse, avec une statue très importante non loin d'Agar. Alors ici, une statue que vous connaissez bien aussi sur l'esplanade du Pérou, c'est la statue de Louis XIV. Je vous rappelle que ce n'est pas la statue originale. La première statue a été créée au début du XVIIIe siècle, après la mort, pour rendre hommage à Louis XIV. Cette statue a été fondue lors de la Révolution, et la plupart des statues de Montpellier avec. Et donc c'est au XIXe siècle, sous la Restauration, qu'on a voulu rendre hommage à Louis XIV et qu'on lui a réédifié cette statue. C'est une statue qui, comme beaucoup d'œuvres de Montpellier, n'est pas parvenue intacte. Sous la Restauration, il y avait au pied de la statue, sur le socle, des éléments qui rendaient hommage à Louis XIV sous forme de bronze, et tous ces bronzes ont été fondus, eux aussi,
pendant la guerre. Je vous rappelle que les 2 statuts de médecins qui se trouvent dans la faculté de médecine ont échappé à la fonte parce que tout simplement ils ont été mis à l'abri à temps dans les caves de la faculté de médecine, ils ont ainsi échappé. Mais tous les autres statuts de savants, notamment, qui se trouvaient dans Montpellier, ont tous les statuts de médecins qui étaient dans la ville de Montpellier ont été fondus. Alors là, nous avançons avec la statue de François Arago, puisque je parle du Languedoc-Roussillon, statue de François Arago qui a été élevée sous la Troisième République. Je crois même qu'elle a été inaugurée, M. Barral me corrigera si je me trompe, il me semble qu'elle a été inaugurée par Jules Ferry en personne. Je crois que Jules Ferry, un de ses premiers actes lorsqu'il était chef du gouvernement en 1879, a été de venir rendre hommage à François Arago et de rendre hommage donc, en inaugurant sa statue. Au passage, puisque nous parlons des représentations et des regards sur le Midi, Jules Ferry, qui est un homme de l'Est, qui est plutôt un homme assez réservé, assez froid, lorsqu'il arrive dans le Midi, dans sa correspondance avec son frère, n'hésite pas à lui parler de sa surprise devant justement le côté un petit peu bruyant des gens du Midi, exubérant. Et pour lui, et on retrouve cette différence entre l'Aquitaine dont je vous parlais au début. Les Aquitaines ne se considèrent pas comme des méridionaux. Il dit à son frère, quand je suis passé de l'Aquitaine, du côté entre Agen et Toulouse, j'ai eu l'impression de passer dans un autre monde. Jusqu'à Bordeaux, les gens sont réservés, un peu comme ont une sorte de self-control à la manière des Britanniques, des Anglais. On est chez des gens civilisés en quelque sorte. Et puis lorsqu'on a passé cette frontière invisible qui se situe entre Lot-et-Garonne et la région toulousaine, eh bien on passe dans un autre monde qui est plus proche de l'Espagne, de l'exubérance espagnole. Et dans la bouche de Jules Ferry, ce n'est pas un compliment. Bon. Et lorsqu'il va arriver à Perpignan, les jeunes de Perpignan, pour lui rendre hommage ou croyant lui faire plaisir, vont dételer les chevaux de sa calèche pour aller le conduire eux-mêmes, Jules Ferry, à la préfecture. Attitude qu'il a plutôt laissé, je crois, un petit peu embarrassé, un petit peu surpris. Bon, c'est toujours cette exubérance méridionale. On voit vraiment que le regard des gens du Nord par rapport aux gens du Midi est toujours un regard, je ne dis pas malveillant, mais disons un peu ironique, hein, un peu ironique et un peu surpris, un peu sidéré. Donc la statue de François Arago, je crois qu'elle a aussi réussi à échapper à la fonte pendant la guerre. Je crois que les Catalans ont réussi à la démonter, à la briter, à la mettre à l'abri, et elle a pu ainsi être remise en place après la Seconde Guerre mondiale. Alors, voici à présent un monument que vous connaissez aussi, c'est le monument mort de la victoire de Béziers, qui se trouve donc dans le Jardin des Poètes, qu'on voit très bien lorsqu'on descend, lorsqu'on arrive à la gare de Béziers, on est tout de suite en présence de ce monument. Alors, le monument a été réalisé par un grand sculpteur qui s'appelle Injalbert, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, sculpteur biterrois. Et Injalbert est un grand prix de Rome, et il a donné, en quelque sorte, il a voulu rendre hommage de manière assez pompeuse aux soldats, aux poilus, avec cette figure de la victoire, cette figure ailée. On retrouve là des termes, des conventions empruntées à l'Antiquité. Bon, c'est une vision quand même très pompeuse. On essaie de faire disparaître la douleur, de faire disparaître la peine causée par la mort des poilus sous une espèce de voile triomphant. Je rappelle d'ailleurs que l'œuvre de Injalbert est bien conservée à Béziers, puisqu'il a offert son atelier à la ville de Béziers, et que cet atelier est devenu l'annexe du musée de Béziers. Vous trouvez quantité de sculptures de cet artiste un peu méconnu. Alors, si je voulais montrer, c'est que, alors vous voyez déjà aussi, non seulement les sculptures triomphantes, mais le commentaire inscrit dans le marbre, à ces morts glorieux, à tous les artisans de la victoire, écrit en majuscule, la ville de Béziers reconnaissante, donc avec les principales victoires, les principaux lieux des combats. Et puis, il faut opposer en quelque sorte à ce monument aux morts celui donc de Dardé, encore Dardé, mais cette fois-ci Dardé, c'est à Lodève, tout près de la cathédrale et derrière l'hôtel de ville, dans le jardin d'hôtel de ville, vous avez ce monument qui a beaucoup choqué en son temps. Et je ne sais pas si on peut le qualifier de pacifiste. Il y a des monuments dans la banlieue parisienne ou dans le Var qui sont pacifistes, où l'on voit par exemple un enfant dresser le poing face au scandale que constitue la mort de son père, par exemple, ou même une mère encourageant son fils à dresser le poing ou à briser une épée sur son genou pour protester contre la mort de son père. Ici, il n'y a rien de tel. La force de ce monument vient justement de ce que l'indignation naît de la représentation du silence qui se produit. Il n'y a pas aucun triomphalisme, vous le remarquez, mais l'indignation devant un mort jeune. Le mort est couché sur le dos, comme un mort à la veillée. C'est un mort dans la force de l'âge, d'où le scandale de sa mort. Ses deux enfants sont à ses pieds. Sa femme est à son chevet.
et derrière lui, 4 femmes qu'on peut interpréter comme les Parthes, mais aussi qu'on peut interpréter comme sa mère, ses sœurs et une amie ou des tantes, des membres de la famille. Et ce qui a beaucoup choqué, c'est que Dardet a refusé ce qu'a privilégié Enjalbert. Enjalbert avait habillé ça de vertu, de triomphe, etc., à la manière antique. Dardet nous montre de manière crue ce qu'est le scandale de la mort d'un homme jeune qui laisse sa famille éplorée. Et pour bien montrer que cette mort est d'actualité, qu'elle n'est pas inscrite dans le temps intemporel, elle est dans l'histoire, dans le passé, il montre les femmes dans la mode ayant des tenues à la mode de l'époque. Le chapeau cloche, les chapeaux d'époque, les robes de l'époque. Et ça a beaucoup choqué, parce que justement, il montrait le scandale dans cette époque-là, dans son temps, dans le contexte de l'époque. Et je trouve que c'est sans doute un des monuments aux morts les plus forts, les plus puissants qui existent en France à ce niveau-là. Dardet c'est sans doute son chef-d'œuvre, mais il n'a pas fait que ce monument-là aussi. Dans tout le lot des voies où il a travaillé et d'où il était originaire, vous trouverez d'autres monuments aux morts, avec un en particulier qui est très émouvant, où l'on voit une femme, sa mère ou son épouse, tenant le poilu mort, et qui renvoie évidemment à la figure de la Pietà, la figure médiévale, la figure de la mère du Christ, la mère tenant son fils après sa mort. Donc j'ai voulu opposer cette représentation de la mort très réaliste au monument aux morts de Dardet, qui est très emphatique et de ce point de vue-là quand même assez critiquable. Voilà, autre représentation, vous le voyez de face, donc les 2 enfants sur la droite, avec leur tenue de l'époque, et la famille donc éplorée dans ses costumes de l'époque, comme le poilu et dans sa tenue d'époque également. Ici, vous avez la représentation de Jean Jaurès, qui est place Jean Jaurès à Montpellier. Alors, vous savez que cette statue a une histoire aussi très intéressante. Elle a été édifiée dans les années 20, à la fin des années 20, pour rendre hommage à Jean Jaurès, qui avait soutenu constamment les luttes des viticulteurs du Midi. Il était venu les soutenir en 1907 notamment. Il est venu aussi dans le Midi pour inaugurer des caves coopératives avant la Grande Guerre, Marossan notamment, dans l'Aude et dans l'Hérault. Et sa statue a été vandalisée en février 1941, lorsque le maréchal Pétain est venu spécialement à Montpellier pour recevoir à la préfecture son complice, le général Franco. Franco, c'est une de ses seules sorties du territoire espagnol, est venu rendre visite à Pétain et ils se sont entretenus à la préfecture. Et le soir même, quelques jeunes abrutis, croyant faire plaisir à Pétain, se sont amusés à renverser, à vandaliser la statue, le buste, c'est une statue en buste de Jean Jaurès. Et après l'avoir renversée, eh bien, la statue a été envoyée à la fonte. Alors, à la Libération, il y a eu une statue en terre cuite qui a été pour remplacer, mais pendant très longtemps, il n'y a pas eu de buste qui a été placé. On a rendu hommage au début des années 60 avec l'appui de Malraux sur l'esplanade avec le monument que vous connaissez, qui n'est pas une statue, mais un hommage monumental à Jaurès. Et en 1999, Georges Frêche a voulu rendre hommage à Jean Jaurès en reprenant la statue de Castres. La statue que vous avez là, c'est une duplication de la statue de Castres, la ville natale de Jean Jaurès. Mais à Castres, la statue est en marbre. À Montpellier, la statue est en bronze. Alors, il y a 2 raisons qui expliquent le geste de Georges Frêche. D'abord, la première, c'est qu'il avait un grand amour pour Jean Jaurès. Il disait toujours dans ses entretiens, ma mère, institutrice laïque, vénérait Jean Jaurès. Donc moi, mon amour pour ma mère, j'ai rendu hommage à ma mère en quelque sorte en rendant hommage à Jean Jaurès. Et il disait, mon père, ancien officier de la France libre, célébrait le général de Gaulle et Georges Frêche avait aussi une vénération pour le général de Gaulle. Nous en verrons une trace tout à l'heure. Donc il y avait cette vénération pour Jaurès, et puis aussi le fait qu'il était aussi du Tarn. Vous savez que Georges Frêche était né à Puy-Laurens dans le Tarn, et en tant que Tarnais, il se sentait solidaire évidemment de Jean Jaurès, qui était aussi Tarnais. Donc cette statue se trouve bien sûr place Jean Jaurès, vous la connaissez bien sûr, vous pouvez la côtoyer tous les jours dans son contexte. Alors nous passons ici évidemment à l'homme le plus illustre du département de l'Hérault, c'est Jean Moulin. Vous avez ici une plaque qui est installée sur la maison natale de Jean Jaurès, de Jean Moulin à Béziers, c'est sur la place du 14 juillet. Et vous savez que la municipalité de Béziers, qui il y a quelques années, c'était avant l'élection de M. Ménard, a racheté la maison donc, natale de Jean Moulin, avec sans doute l'idée d'en faire une annexe du musée des Beaux-Arts. Jean Moulin, vous le savez, était un grand artiste, il savait peindre et dessiner, il était même collectionneur de tableaux,
Et il y a peut-être l'idée de présenter ces œuvres dans cette maison. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que la municipalité compte en faire, mais en tout cas, il y a la plaque donc, qui a été posée sur le lieu de naissance de Jean Jaurès. Décidément, je veux. Ceci dit, c'est un lapsus qui, après tout, est pardonnable. Vous savez que François Mitterrand, lors de son intronisation, a rendu hommage au Panthéon et à Jean Jaurès et à Jean Moulin, d'où sans doute mon lapsus regrettable. Alors, vous avez ici une plaque, cette fois-ci, à Montpellier. La plaque où vécut Jean Moulin, notamment, c'est l'appartement de sa sœur. Lorsqu'il venait chez sa sœur à Montpellier, c'est là qu'il descendait. Et donc la rue aujourd'hui porte bien sûr son nom de Jean Moulin. Et elle rappelle effectivement donc brièvement ce qu'il a été et le héros de la résistance, le martyr de la résistance qu'il a été. Alors ici, c'est une exception aussi, c'est à Bordeaux. Jacques Chaban-Delmas, qui avait rencontré Jean Moulin à Londres et qui avait une vénération aussi pour Jean Moulin, a voulu lui rendre hommage et a créé en face de la cathédrale un centre Jean Moulin qui est un centre en fait en hommage à la résistance française, et de temps en temps il y a des expositions en hommage à Jean Moulin. Ce qui montre bien que Jean Moulin n'est pas seulement le héros de notre département, mais aussi celui du Languedoc et on peut dire de tout le Midi, puisque on va le voir, il y a des lieux aussi importants dans le Midi. J'aurais pu bien sûr pour Montpellier citer aussi la fameuse photo sur les arceaux, qui est sur un des piliers des arceaux, on rappelle avec le chapeau mou et l'écharpe. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de prendre la photo, donc, mais vous la connaissez aussi très bien. Et enfin, voilà ici donc le fameux monument le plus récent qui se trouve sur la place du 14 juillet, donc en face pratiquement, ça se trouve à peu près à mi-chemin entre la maison natale de Jean Moulin à Béziers et la médiathèque André Malraux, qui se trouve à droite de l'autre côté. Donc l'association entre Jean Moulin et Malraux coule de source, ça va de soi. Il y a plusieurs monuments d'ailleurs de Jean Moulin à Béziers. Il y en a un autre aussi sur le plateau des Poètes, un des premiers qui a été fait juste après la guerre. Celui-là est déjà date des années 2000 et est beaucoup plus récent. Alors, autre monument du Midi à Jean Moulin, c'est à Salon de Provence. Il a été inauguré en 1969 par Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, et il rappelle le parachutage donc, de Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle à la fin de l'année 1942 pour unifier tous les mouvements de la France libre. Et c'est après ce parachutage que Jean Moulin ira à Lyon et qu'il sera arrêté par la Gestapo, par Klaus Barbie, vous le savez, dans la banlieue de Lyon. Donc très beau monument qui rappelle le geste du parachutiste atterrissant après son vol. Alors ici nous avons un monument qui est très peu connu et je le regrette. Il se trouve donc à Elne, c'est ce qu'on appelle la maternité d'Elne. C'est un monument auquel je suis très sensible parce que c'est un monument qui a été créé par une femme, une mécène protestante réformée suisse, Madame Elisabeth Heidenbenz, qui a en quelque sorte acheté ou loué, je ne sais plus dans quelles conditions elle a eu ce monument, pour d'abord dans un premier temps en faire une maternité pour les femmes de la retirada. C'est que ce sont les femmes espagnoles qui sont arrivées. Vous savez que l'accueil des Espagnols, soit les hommes ou les femmes, a été indigne. On les a accueillis quasiment sur la plage d'Argelès, au mois de mars 1939, après la chute de Barcelone par Franco. Ces malheureux sont arrivés par milliers jusqu'à la frontière française. Dans un premier temps, on a laissé rentrer que les femmes, les vieillards et les enfants, puis les hommes désarmés, et on a installé les hommes carrément sur la plage, sur la plage d'Argelès au mois de mars, c'est-à-dire des conditions inhumaines et des conditions sanitaires épouvantables. Alors, c'est pour ça que Mme Heidenbenz est arrivée pour permettre à des femmes qui étaient sur le plan d'accoucher d'avoir au moins des conditions décentes pour pouvoir se restaurer, se rétablir. Et ensuite, elle a continué, grâce à son passeport suisse, elle a pu, jusqu'en 1943, rester là, s'occuper. Et là, elle a offert une sorte de refuge à des juives qui étaient menacées d'expulsion et de déportation, à des résistantes, à des Espagnols qui étaient restés là, etc., jusqu'à ce que la Gestapo l'expulse. Bon, le passeport suisse lui a permis de rester quelque temps, mais bon, les Allemands n'étaient pas dupes et se sont bien rendus compte que sous ces activités humanitaires, elle cachait évidemment une activité de résistance importante. Donc c'est un monument qu'on a oublié après la guerre. Des milliers de femmes ont réussi à survivre et des milliers d'enfants sont nés dans cette maternité d'Elne. La municipalité, je crois, l'a racheté. On peut dire que c'est devenu un lieu de mémoire franco-espagnol et même européen, puisque des femmes, des Polonaises, des femmes de toute l'Europe qui se retrouvaient dans le Midi, poussées par l'exil,
par la guerre, sont retrouvés là. Et je crois que c'est un des monuments aux morts, des lieux de mémoire les plus importants, les plus émouvants sans doute du Midi. Je crois que donc c'est quelque chose qu'il faut visiter si on va à Elne. Elne est un haut lieu de la roman catalan, mais c'est aussi un haut lieu de la résistance et des droits de l'homme, on peut dire, grâce à Elisabeth Eidenbenz. Alors nous passons à la deuxième série dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la mémoire religieuse de Languedoc, de l'Hérault et de Montpellier. Et là, vous reconnaissez bien sûr la porte de l'Institut Maïmonide, qui se trouve donc rue de la Barralerie à Montpellier, institut documentaire très important, comme vous le savez. Et c'est là que vous trouvez un des lieux de mémoire les plus émouvants donc, de la mémoire juive. Je n'insiste pas puisque Michael Yankou est venu vous en parler dans une séance précédente. C'est donc cet extraordinaire bain juif rituel qui date du Moyen-Âge, qui avait été enseveli lorsque les Juifs ont été expulsés, je crois, sous Charles VI en 1396 du Languedoc. Ça a été muré, ça a été caché, mais on conservait la trace et ça a été redécouvert dans les années 80. Et Georges Frêche a permis que l'Institut Maïmonide puisse s'installer au-dessus de ce mikvé. Et vous savez que vous pouvez le visiter par l'Office de tourisme, notamment lors des Journées du patrimoine. C'est un endroit très émouvant, avec cette caractéristique que, quelle que soit la sécheresse, le niveau de l'eau ne varie pas. Il ne change pas du début à la fin de la saison. Et c'est un des plus anciens qu'on puisse trouver dans le Midi. Il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup plus récents. Voilà donc une autre vue. Voici un lieu catholique, c'est Avignon, avec sous le Second Empire une statue colossale de la Vierge qui a été installée sur Notre-Dame-des-Dons, donc l'évêché, la cathédrale d'Avignon. C'est une particularité du Second Empire de multiplier ces statues colossales de la Vierge. Il y en a une au Puy notamment, vous le savez, et celle-là et celle d'Avignon. Vous reconnaissez ici bien sûr la Bonne Mère à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, qui veille sur la ville de Marseille, bien sûr. Vous avez ici, on passe maintenant à la mémoire des libres penseurs et de la religion citoyenne. Donc c'est la statue de Marianne d'Agde qui a été fondue sous Vichy, mais qui a été réinstallée dans les années 80-90. Très belle statue de Marianne. Maurice Agulon, qui avait travaillé sur les représentations de Marianne, avait calculé que le département de l'Hérault était le département français qui était arrivé en tête pour le nombre de Marianne en place publique, devant l'Aude et ensuite, je crois, devant les Bouches-du-Rhône, le Var, les Pyrénées-Orientales. Il y avait un arc de cercle méditerranéen qui valorisait, qui privilégiait les représentations de Marianne. Autre très belle représentation de Marianne qui tient les tables de la loi, c'est coiffée du bonnet phrygien, c'est la ville de Loupian. Donc, et là, je crois que c'est la statue qui est originale. Vichy a fondu les Mariannes quand elle sentait qu'elle pouvait le faire, que l'opinion publique ne serait pas indignée. Mais là où elle a senti des résistances, elle a préféré laisser les Mariannes en place. Alors voici maintenant la mémoire protestante, la mémoire réformée. C'est bien sûr le Massoubéran à Mialet, c'est donc dans les Cévennes, au-dessus donc dans les Cévennes. C'est donc l'ancienne ferme de Roland, un des compagnons de Cavalier, qui a été racheté à ses derniers descendants par la Société d'histoire du protestantisme à la fin dans les années 1880 et qui a été transformé, non sans difficulté d'ailleurs, en mémorial. Non sans difficulté parce que les réformés, vous le savez, ne veulent pas qu'on parle de pèlerinage, de reliques protestantes, étaient très réticents à créer une sorte de musée qui attirerait des pèlerins. Ils voulaient surtout pas. Il voulait bien un mémorial, mais à condition de ne pas tomber en quelque sorte dans le piège catholique d'une sorte de Lourdes protestant. Quand Georges Frêche, par exemple, a proposé de faire un musée de la Réforme, de transformer le temple de la rue Maguelone à Montpellier en une sorte de musée de la Réforme, la communauté réformée de Montpellier était plutôt réticente. C'est pas tellement ils hésitent devant quelque chose qui pourrait vite tourner au lieu de pèlerinage et aux reliques. Donc là, on prend bien soin au Massoubéran de parler d'un lieu de mémoire, d'un mémorial, mais surtout pas ni de pèlerinage, ni de reliques, ce qui est bien compréhensible. Alors nous passons maintenant à la troisième série, c'est celle des inventeurs, c'est celle des ingénieurs, c'est celle des artistes, des écrivains. Et là, vous reconnaissez aussi une des grandes figures du Languedoc, de Béziers, c'est la statue donc de Pierre-Paul Riquet sur les allées Pierre-Paul Riquet à Béziers,
à Pierre-Paul Riquet, sa ville natale. C'est une très belle sculpture de David d'Angers. David d'Angers qui est un grand sculpteur néoclassique, qui a beaucoup travaillé dans le Midi, puisque outre la statue de Pierre-Paul Riquet que vous avez ici sur les allées de Béziers, vous avez aussi à Aix-en-Provence, vous avez la statue du roi René d'Anjou. Il a fait 2 statues du roi René d'Anjou, une à Angers, puisque le roi René était à la fois comte de Provence et duc d'Anjou, et une autre à Aix-en-Provence. Et aussi, la 4e statue, c'est bien sûr celle de Saint-Louis qu'on a vue tout à l'heure sur la place d'Aigues-Mortes. Alors nous passons ici à un grand artiste de Montpellier, c'est bien sûr Frédéric Bazille. Frédéric Bazille qui appartient à une famille protestante, riche famille protestante de Montpellier, qui va devenir un des grands peintres. Je vous renvoie bien sûr aux expositions, celle de Bazille au musée Fabre, celle de 1992, et celle de 2016, qui a été prolongée par une présentation au musée d'Orsay. Donc la plaque de Frédéric Bazille. Vous avez ici Planchon. Planchon qui a sauvé la viticulture, c'est le square Planchon qui se trouve devant la gare Saint-Roch. Alors la statue que vous avez là n'est pas la statue originale. La première statue était en bronze, elle a été fondue pendant la guerre, et donc la statue que vous avez là est une réplique en pierre qui a été faite après la guerre, en souvenir, pour rendre hommage à ce sauveteur de la viticulture. Là, vous avez une sculpture d'Injalbert, une autre sculpture d'Injalbert, je la préfère à celle des monuments aux morts. Elle se trouve, c'est la statue d'Atlas, Atlas qui porte le monde sur ses épaules. C'est une statue qui se trouve dans le Jardin des Poètes, donc à Béziers. Ici, vous avez aussi une des grandes figures du Midi, c'est évidemment Frédéric Mistral à Arles. On voit d'ailleurs derrière les colonnes, les 2 colonnes, les seuls vestiges du forum à Arles. Alors c'est une statue très classique que Frédéric Mistral n'appréciait pas beaucoup puisqu'elle est faite de son vivant, ce qui est rare, ce qui montre bien la popularité de Frédéric Mistral dans son pays, en Provence. Et cette statue ne lui plaisait pas du tout. Il disait, quand il l'a vue, il a dit, il me manque plus que la valise pour aller prendre le train. Bon, et il n'était pas content du tout. Il disait, on m'a fait, j'ai l'impression d'être un commis voyageur avec la valise pour aller prendre le train à la gare. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très, très réussie. Et puis ici, vous avez, ici c'est l'artiste Mayol, donc le grand sculpteur catalan, avec devant la loge de mer, qui est un peu le symbole de la ville de Perpignan, vous avez une Vénus donc, j'ose pas dire Callipyge, mais ça serait bien nommé, qui représente évidemment la Méditerranée, qui représente le Midi. Toutes les représentations, toutes les statues de Mayol, qui est un très très grand artiste. Vous avez ici une autre grande figure féminine de Mayol qui est installée dans la place, dans la cour principale de l'hôtel de ville, tout près d'ailleurs de la loge. Il y a la loge de mer, puis il y a l'hôtel de ville de Perpignan. Il y a un très bel ensemble monumental. Et là, ça représente la Méditerranée. Là, il y a bien sûr un hommage à la sculpture grecque que Mayol connaissait beaucoup, très bien et chérissait. Autre vision, donc sous un autre angle, de la Méditerranée d'un récit de Mayol. Ici, vous reconnaissez évidemment, c'est une sculpture toute récente puisqu'elle a été inaugurée par notre maire Philippe Sorel il y a quelques semaines à peine. Elle est placée sur la place Georges Frêche devant l'hôtel de ville. C'était lorsque je crois que Manitas Zeplata est mort en 2014, donc assez récemment. Je crois que c'était une promesse que Philippe Sorel, qui venait juste d'être élu maire de Montpellier, avait faite à sa famille de lui élever une statue. Et Dieu sait s'il le méritait largement. Et donc il est représenté évidemment avec sa fameuse guitare, comme de bien entendu. Manitas Zeplata n'était pas de Montpellier, mais de Sète. Il était né, je crois, à Sète. Alors ici, je suis sorti là aussi de Montpellier. Vous reconnaissez un élément essentiel de la mythologie marseillaise et provençale. C'est évidemment la fameuse partie de cartes où l'on voit donc Rému jouant César et puis Panis. Je crois que c'est Charpin qui joue Panis. Ils sont donc attablés. C'est à Toulon, sur le port de Toulon, que vous avez cette représentation. Avec ce qui est cocasse, et ici une autre représentation de Rému, c'est que Rému, qui était toulonnais, il s'appelait Jules Rémur, il était toulonnais et il est connu en fait dans le monde entier comme représentant César, qui est un Marseillais. Or, les Toulonnais, les Marseillais, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. C'est comme si on disait que les Montpelliérains étaient Biterrois ou l'inverse. C'est pas exactement la même chose, bien sûr. Alors ici, nous passons à une 4e série. J'ai voulu conclure ces représentations pour ensuite, bien sûr, vous rendre la parole. J'ai voulu consacrer une 4e série à des mémoriaux de l'Esplanade.
Je ne sais pas si Georges Frêche a voulu délibérément faire de l'Esplanade une sorte de panthéon à ciel ouvert de la mémoire à Montpellier. Mais ce qui est sûr, c'est que le bilan de ses 30 ans, plus de 30 ans de mairie à Montpellier a fait que l'Esplanade est devenue, en quelque sorte, un panthéon à ciel ouvert, avec de très très émouvants mémoriaux qui rappellent des événements soit montpelliérains, soit ce que je vous disais, des échos à Montpellier d'événements tragiques qui concernent la vie nationale ou la vie internationale. Alors, le fait que l'Esplanade soit devenue un lieu de mémoriaux, et je dirais naturel, puisque déjà avant Georges Frêche, et même longtemps avant lui, c'est sur l'Esplanade que vous aviez le musée aux morts de la Grande Guerre, le monument aux morts de la Grande Guerre, le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Ici, j'ai voulu représenter, parce que c'est très important, les déportés de la ville de Montpellier et de l'Hérault, qui sont représentés ici, symbolisés ici. Monument très émouvant. Donc, c'est tout naturellement que Georges Frêche a ensuite enchaîné des mémoriaux sur des événements qui se sont déroulés à l'endroit même ou à Montpellier, ou bien qui renvoient à des événements extérieurs à Montpellier. Ici, vous avez la plaque. Elle a été corrigée depuis, parce que dans la première version, il y avait d'énormes fautes d'orthographe. Elle a été corrigée maintenant. C'est l'hommage à tous les pasteurs protestants qui, au moment après la révocation de Nantes, ont continué à prêcher le culte de manière clandestine et qui ont souvent été exécutés parce que dès qu'ils étaient surpris dans les Cévennes ou ailleurs, eh bien, ils étaient condamnés à mort, exécutés souvent sur l'Esplanade. Et ça ne s'est arrêté que à la fin des années 1750. Bon. Après, il y a eu un moment de tolérance, avant l'édit de tolérance de 1783. Donc, hommage, là encore, et ça fait partie de la mémoire protestante si importante, bien sûr, de Montpellier. C'est l'écho à Montpellier de la révocation de Nantes et de la répression de l'insurrection des Cévennes. Ici, vous avez l'écho montpelliérain d'un événement international très important, et mon ami Gérard Dédéian en parlera mieux que moi. C'est un mémorial voulu par Georges Frêche, à juste titre, à la mémoire des 1 500 000 Arméniens victimes du génocide ordonné en 1915 par des dirigeants turcs. Et vous savez qu'en 2015, encore, les dirigeants turcs ont refusé de reconnaître la responsabilité de l'État turc, alors qu'aujourd'hui, de nombreux historiens et intellectuels turcs reconnaissent cette responsabilité, à commencer par le prix Nobel de littérature turque, je ne me souviens plus de son nom maintenant, mais lui-même est tout à fait d'accord pour que ce soit reconnu. Voilà. Donc vous avez un très beau mémorial, très émouvant, sur l'Esplanade. Autre élément, 1962, c'est un hommage aux morts, aux victimes des combats du Maghreb en général, de la décolonisation au Maghreb, et bien sûr de l'Algérie et des Harkis, de tous ceux qui sont morts dans cette guerre entre 1954 et 1962. Là aussi, c'est l'Esplanade, puisque c'est un hommage au philosophe Auguste Comte, né à Montpellier, même s'il a vécu l'essentiel de sa vie, vous le savez, à Paris. D'ailleurs, il a sa statue devant la Sorbonne à Paris. Mais là, c'est un hommage à Auguste Comte sur l'Esplanade, devant la passerelle qui mène au lycée Joffre et qui porte le nom du philosophe. Enfin, ici, vous avez la statue du général de Gaulle. Là aussi, elle a été voulue par Georges Frêche. Georges Frêche, je répète, disait Jaurès, c'est ma mère, hommage à ma mère. Le général de Gaulle, c'est hommage à mon père. J'ai deux héros, l'un pour rendre hommage à ma mère, l'autre pour rendre hommage à mon père, à son père qui était officier de la France libre. Et donc vous avez ce buste du général de Gaulle. Alors ce n'est pas Georges Frêche qui l'a inauguré, c'est son successeur, c'est Hélène Mandroux, mais c'est lui qui l'a voulu. Je rappelle d'ailleurs qu'à Montpellier, vous avez 3 hommages, 3 monuments à Jean Jaurès. Il y a bien sûr la statue qu'on a vue sur la place Jean Jaurès, le monument dont j'ai parlé qui se trouve sur l'Esplanade, qui a été érigé par la municipalité au début des années 60 avec l'appui d'André Malraux. Et enfin, vous avez sur la place, sur on peut dire devant le parvis du Conseil régional, où Georges Frêche donc était président du Conseil régional, qu'il a voulu, qui s'appelle Place du 18 juin, avec la reproduction de l'appel du général de Gaulle, 18 juin. Et ensuite, vous avez également la statue d'Odysséum qui se trouve donc à Odysséum. Il y a 3 statues du général de Gaulle et 3 monuments de Jean Jaurès dans Montpellier et à Odysséum. Et voilà le retour. Alors, je terminerai, pour vous permettre de pouvoir bien sûr poser des questions, je terminerai par une conclusion très subjective, mais j'ai envie de dire que j'ai commencé en parlant...
En parlant de ces stéréotypes malveillants que le roman Tartarin de Tarascon avait diffusé dans la France contre les méridionaux, avec les conséquences que nous avons vues. Je m'interroge à haute voix, est-ce que ces stéréotypes malveillants, calomnieux, n'ont pas été aujourd'hui dissipés par la bonne humeur de Marcel Pagnol, la partie de cartes de Marcel Pagnol, l'accent chantant des acteurs de Marcel Pagnol, qui c'est bien sûr qui faisait le charme de ses films et de son théâtre, et puis aussi peut-être, s'ils n'ont pas été effacés, ça serait après tout, ça ne serait que justice, par tous ces chanteurs méridionaux qui ont quand même animé la France des années 50 et 60. Bon, à commencer par Charles Trenet des années 20, qui est originaire de Narbonne, et Narbonne lui a rendu un bel hommage en 2013 pour le 100e anniversaire de sa naissance. Je pense bien sûr à Bobby Lapointe de Pézenas. À Pézenas, quand Bobby Lapointe est revenu mourir en 1972, il était considéré comme un poivreau. Bon, et aujourd'hui, il est le héros, en quelque sorte, avec Molière, il est devenu le héros de la ville de Pézenas. Tout le monde connaît la maman des poissons, et il y a une sorte de centre mémoriel de Charles Trenet. Je pense bien sûr à Georges Brassens. Brassens entretenait des relations assez distantes avec sa ville. Bon, et depuis sa mort, la ville de Sète rend hommage à juste titre à Georges Brassens. Lui qui avait dit, qui avait fait une supplique pour ne pas être enterré sur la plage de Sète. Il savait de quoi il parlait. La mauvaise réputation, c'est celle qui traînait depuis sa jeunesse à Sète. Bon, aujourd'hui, c'est évidemment le héros national à Sète, et c'est très bien comme ça. Je pense aussi à notre ami Perret, quand même, bon, qui est, lui, de Castel-Sarrazin, donc qui est du Midi aussi. Il me semble que tous ces chanteurs du Midi, par leur joie, par leur refrain, eh bien, ont sans doute effacé, me semble-t-il, dans l'esprit des Français, et ce n'est que justice, toute cette mauvaise réputation que traînaient les méridionaux. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pour rendre hommage à Georges Brassens, qui était un peu son héros, Georges Moustaki, dont le prénom original n'était pas Georges, eh bien, a pris le prénom de Georges, précisément pour rendre hommage à son ami Georges Brassens. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions.